assez rapidement, on a commencé à se poser la question, et si, en fait, on pouvait avoir des systèmes qui poussent tout seuls, où il n'y a plus besoin de mettre d'engrais, où il n'y a plus besoin de labourer, est-ce que ça serait envisageable? Est-ce qu'on peut faire mieux que la nature, entre guillemets? C'est-à-dire que dans les écosystèmes naturels, à certains moments, la nature ne produit plus, parce que ça manque d'eau, elle ne produit plus parce qu'il fait trop froid. Est-ce que si nous, on compense ces manques du contexte pédoclimatique, on peut produire encore plus de biomasse et on peut aller encore plus loin? On a repris le travail qui était développé en céréales, en agriculture de conservation, avec les logiques d'intrants en matière organique, d'intrants en matière organique morte. On voyait bien en maraîchage qu'on avait des sols particulièrement dégradés en maraîchage, avec un travail du sol beaucoup trop intensif, une irrigation et une activité biologique du sol assez intense. Donc l'activité biologique, elle est très intense en maraîchage parce que comme on continue d'irriguer, en fait, l'été, quand il fait très chaud, si les sols sont humides, ils minéralisent. Donc vos bilans humiques sont particulièrement mauvais en maraîchage. Si vos sols sont secs, si vos sols restent humides, que vous les travaillez, qu'il fait chaud et que vous ne ramenez pas de matière organique. Quand on a fait un peu l'état des lieux de l'état de nos sols dans le réseau MSV, on s'est rendu compte que, en fait, on était quand même assez souvent pire qu'en céréales. On a d'abord travaillé sur les bilans humiques. Et dans toute la phase, à partir de 2010 jusqu'à 2007-2008, par là, on a beaucoup travaillé donc, sur l'idée d'aller prendre des matières organiques mortes, d'en mettre beaucoup dans les sols, pour essayer de retrouver une structure au sol, d'améliorer les bilans humiques. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a bien compris que de toute façon, sur la plupart de nos légumes, on n'allait pas réussir avec nos productions légumières à produire de la matière organique, donc de toute façon, on allait avoir des mauvais bilans humiques. Et donc, on avait de toute façon pas le choix que de tricher et de ramener des matières organiques. On s'est beaucoup appuyé sur les travaux du GCBR, donc le groupe de coordination sur les bois raméo-fragmentés, donc était un groupe de recherche au Québec qui avait été mandaté pour travailler sur l'utilisation des branches broyées diverses et variées. On avait là un corpus de publications scientifiques et beaucoup d'expérimentations qui nous ont beaucoup aidé à aller vite dans notre démarche. Si on n'avait pas eu ça, ça aurait été un peu plus laborieux. Ces publications, vous pouvez les retrouver sur le site de Vers de Terre Production, dans la rubrique publications. Je crois qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir mis en ligne encore ces publications. Et puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il manquait encore une pièce essentielle, un facteur surdéterminant parmi tous les autres dans la reconstruction de nos systèmes, c'était donc les vers de terre. Des vers de terre et des hommes, aux éditions Actes Sud, si je ne me trompe pas. Et donc on a incité, accompagné Marcel Boucher à finir d'écrire son livre et à le publier. Et quand on a ouvert le livre, on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres clés absolument cruciaux dans son bouquin qui nous ont tout de suite fait comprendre qu'en fait on était passé à côté d'un facteur essentiel dans les sols, à savoir le ver de terre, puisque Marcel a étudié beaucoup le cycle de l'azote des vers de terre et il nous explique que 70% de l'azote absorbé, 70-80% de l'azote absorbé par les plantes passe par le métabolisme du ver de terre et tout particulièrement par les mucus du ver de terre. Donc ça remettait beaucoup de choses en question. Alors notamment parce que ce ne sont pas les excréments du ver de terre, ce sont ses mucus. Donc ça, c'est une originalité un peu de la nature. On se représente souvent les réseaux trophiques avec des animaux qui mangent des animaux qui mangent des animaux, ou les réseaux trophiques du sol, ça profite avec des animaux qui mangent les excréments des autres animaux. Là, c'est un peu particulier. Certes, les excréments des vers de terre nourrissent les plantes, mais c'est tout particulièrement les mucus du ver de terre, voilà, qui ne sont ni plus ni moins que de la bave de limace. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit « Ah oui, ça c'est quand même quelque chose qui était présent absolument nulle part dans les modèles de biologie et d'écologie qu'on nous présentait. » Donc aussitôt, on a décidé deux choses, c'est de faire des expériences terrain, d'aller mesurer les vers de terre, et tout de suite on s'est rendu compte que partout où il y avait beaucoup de vers de terre, ça poussait beaucoup mieux, et d'aller faire des formations avec Marcel Boucher pour comprendre ça un petit peu plus. Donc en 2014-2015, on a fait toute une série de formations dans le réseau Maraîchage Sol Vivant avec Marcel, pour qu'il puisse nous exprimer en détail un peu plus, nous expliquer en détail toutes ces expérimentations, qu'on lui pose des questions bien précises sur comment on pourrait développer nos systèmes grâce aux vers de terre. Et il y avait tout un tas de questions en fait, qui ne s'étaient jamais posées, notamment si je prends un sol dégradé où la population de vers de terre est très basse, que je respecte quelques consignes de bonne conduite pour les vers de terre, à savoir maintenir un peu les sols humides, mettre à manger, arrêter de leur mettre des coups de charrue sur la tête. Combien de temps vont mettre les vers de terre à revenir? En combien de temps je vais avoir une population fonctionnelle? Et le jour où j'ai posé cette question à Marcel, il m'a regardé, il m'a fait « Oui, c'est une question évidente, mais je suis incapable de répondre. » Lui, il avait étudié les vers de terre, ce qui était une bonne chose, dans leur milieu naturel, mais il n'avait aucune idée à quelle vitesse revenaient les vers de terre dans un milieu dégradé, dans lequel on recréait les bonnes conditions pour le développement du ver de terre. Pour se rendre compte que grosso modo, il fallait toujours 2 ans pour que les vers de terre reviennent. Et on a mené à ce moment-là quelques essais un peu plus rigoureux, où on a pris des sols dégradés, on a fait des intrants en matière organique, on a regardé ça, puis au bout de 2 ans, on a vu qu'on se retrouvait avec des populations de vers de terre
qui étaient fonctionnelles. Alors ça ne voulait pas dire que ces populations avaient restructuré le sol jusqu'à la nappe phréatique en profondeur, ça ne voulait pas dire que tout était vraiment dans un état naturel, mais on voyait le cycle de la fertilité se remettre en route. Et dès que les vers de terre revenaient, en fait, on avait tout de suite des augmentations de production qui étaient très belles, des très belles cultures. Et donc le modèle intrant en matière organique morte plus vers de terre était déjà très suffisant pour que les producteurs aient envie de se lancer en maraîchage sol vivant, arrêter le travail du sol, etc. Donc, intrant en matière organique morte, bilan humique, vers de terre, il y a déjà toute une longue phase de développement dans le réseau, avec des plutôt bons résultats. Fin 2019, donc j'ai été contacté par un certain nombre de producteurs de tomates en serre chauffée, serre froide, mais sur des très très grosses surfaces. Il y a un gros chiffre d'affaires autour de la tomate, une grosse activité économique. Et donc ils avaient fait un travail exploratoire pour étudier toutes les innovations dans lesquelles ils pouvaient investir, puisque l'enjeu était quand même de taille. On parlait de systèmes où il y avait des niveaux de production très élevés. Hein. On a les systèmes de production où la production est la plus intense, on arrive quand même à 700 tonnes de tomates hectares, donc ça fait quand même beaucoup. Alors, on ne le fait pas sur tous les types de tomates, parce que vous ne ferez jamais 700 tonnes sur de la tomate cerise, par exemple, ça n'a pas de sens. Mais sur la bonne tomate rouge à la peau dure, là que vous mangez à la cantine, là on est à 700 tonnes. Et donc en fait la logique, pour moi elle était très simple, c'est que Marcel nous avait expliqué qu'avec 1 tonne de vers de terre, on pouvait avoir un flux d'azote d'à peu près 600 kg d'azote pur du sol et du vers de terre vers la plante. Là, on était sur des cultures qui avaient besoin de 1500-2000 unités d'azote pur. 1 tonne de vers de terre avait besoin de manger à peu près 30 tonnes de matière carbonée sèche par hectare et par an. Et donc peut-être que si on faisait bêtement une règle de 3, j'ai besoin de 2000, donc j'ai besoin de 2000 unités d'azote, j'ai besoin de 3,5 tonnes de vers de terre, donc j'ai besoin autour d'une centaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an pour nourrir mes vers de terre. C'était une règle de 3 un peu stupide, mais en fait, partout où je l'avais mis en œuvre, elle fonctionnait. Et donc je leur ai proposé ça, je leur ai dit, voilà, à la fin, le modèle, possiblement, c'est ça. C'est une règle de 3 toute simple par rapport à ce que nous a proposé Marcel Boucher. La question, c'est comment on va construire un système qui ne coûte pas trop cher, qui va assez vite. Et dans la phase de développement de la population de lambriciens, comment on va faire pour quand même produire. L'objectif, c'était de pouvoir installer dans les serres en quelques semaines un nouveau système. Donc il y avait un enjeu, il fallait virer tout le matériel de hors-sol, installer un nouveau système en sol vivant et que ça produise dès le premier jour comme ça poussait en hors-sol avant. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, beaucoup de ressources humaines investies. On a passé beaucoup de temps à réfléchir à tous les petits détails techniques. Et au bout de 2 ans de travail, dès la première année, en fait, on a tout de suite vu que la logique d'avoir 3 tonnes de vers de terre pour nourrir les tomates fonctionnait. Dans les ordres de grandeur, carbone, azote, nutrition de la plante, les épigées faisaient aussi bien le boulot que les anéciques. Alors, mis à part qu'ils ne creusent pas de galeries en profondeur, et donc ils ne permettent pas une exploration par les racines de l'ensemble du volume du sol, mais sur la minéralisation des matières organiques et la production de mucus, ils font le même boulot. Et le gros avantage des épigées, c'est que la population double toutes les 3 semaines. Donc en fait, si au mois de janvier, vous en mettez 5 kg, arrivé au mois de juillet, vous en avez 4 tonnes à l'hectare. On met quelques petites poignées de vers de terre comme ça sur un hectare. Le producteur il me regarde, il me dit t'es sûr là parce que ça n'a pas fait. Puis un quart d'heure après que vous les ayez lâchés, ils ont disparu. C'est impossible de les retrouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis pendant 4 mois, il m'appelle pour me dire mais ils sont où les vers de terre? Ils sont où? Je dis attends, c'est un développement exponentiel, mais quand tu pars de rien, c'est vraiment peu. Et puis arrivé au mois de juin, on commence à en voir beaucoup. Puis au mois de juillet, ils sont là, il y en a partout, il y en a partout. Ils montent dans les canalisations, ils sont partout, on est envahis. J'ai dit oui, c'est bien. Et donc ça fait un gros pic de développement. Puis après ça se calme un peu. Et pendant les 6 premiers mois, donc pendant ce laps de temps où la population se développe, eh bien pour faire simple, en fait, on utilise les engrais qu'utilise couramment le producteur. S'il est en chimie, on met de la chimie. S'il est en matière organique type fumier ou granulé, on met du fumier ou des granulés. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est nourrir la plante avec du fertilisant pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ça a été quelque chose d'assez compliqué à faire pour les producteurs, c'est de dire, je coupe l'engrais. Définitivement, ça y est, c'est fini. Bon, c'est jamais définitivement parce qu'en fait, pour se rassurer, on en remet un petit peu de temps en temps parce que si le producteur a le sentiment qu'il y a un petit souci, qu'il faut remettre un peu d'engrais, qu'il en remette le temps qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, qu'il se rassure. Et puis voilà. Et en plus, c'est pas du tout incompatible. Si vous avez un gros volant d'autofertilité, que vous remettez quelques dizaines d'unités d'azote en engrais chimiques, les vers de terre ils s'en foutent, la plante elle s'en fout, ça tue pas les vers de terre, ça ne bouleverse pas le système, etc. On a construit donc à Nantes 3 hectares de serres en verre toutes neuves avec les serres de Goulaine en sol vivant, donc c'était la première fois qu'on créait un aussi gros système de production, non pas en hors sol, mais en sol vivant, avec quelques équipements adaptés, alors surtout des bacs, une irrigation particulière. Après sur la gestion climatique, on n'a pas changé grand-chose. C'est à peu près toujours la même, bien que peut-être à terme, il va falloir changer des choses quand même. Le bruit s'est répandu dans la profession qu'il y avait des fous qui étaient en train de repasser du hors-sol au sol vivant, et donc
Il y a eu de nombreux pèlerinages de gens qui sont venus voir quand même pour voir un peu ce que c'était. C'était assez agréable de voir que les producteurs de tomates étaient quand même toujours à la recherche de l'innovation et qu'ils n'avaient pas d'a priori sur l'utilisation de systèmes biologiques plutôt que de systèmes chimiques, quoi. Enfin, certains en avaient, mais beaucoup de producteurs avaient quand même pas d'a priori là-dessus. Et quand ils voyaient que ça fonctionnait, ça les satisfaisait et ils faisaient des essais. Donc là, on est en 2023, donc en 2021 et 2022, j'ai eu beaucoup de producteurs qui sont venus vers moi pour que je les accompagne. Donc dans la plupart des cas, on a fait des copier-coller de ce qu'on avait déjà fait. Et par contre, certains voulaient aller plus loin, notamment sur la logique des couverts végétaux permanents, sur la logique de la conduite en climat tropical et de la conduite en vivace des tomates, vu qu'on est dans des serres chauffées, donc comme ils gèlent jamais, en fait on peut conduire en vivace les tomates. Juste comme exemple, j'ai accompagné un producteur du côté de Caen, là, chez ABC14, chez qui on va aller faire une vidéo. Je lui ai fait toute ça, il a 3 hectares 6 de serre chauffée, je lui ai fait toute sa transition avec en gros le budget d'engrais annuel, quoi. Donc on a pris le budget d'engrais annuel, il est en bio, donc les engrais bio sur 3 hectares 6 de serre chauffée, je te dis pas, il y a pour un beau budget, et donc on a pris le budget engrais annuel et avec on a fait toute la transition, quoi. Et il a fallu rallonger un petit peu parce qu'il y a beaucoup de ressources humaines, mais c'est tout à fait raisonnable, et c'est d'autant plus raisonnable que certains producteurs se sont permis de faire des systèmes de bac avec des banches en plastique, avec 4 tuyaux de goutte à goutte et ceci, cela, qui coûtaient un peu plus cher. Mais au final, par rapport à des systèmes hors sol où tu mets des gouttières métalliques et le coût des engrais aussi, il faut imaginer que si on se débrouille bien, dès la 2e année, on n'a plus de budget d'engrais, quoi. Donc tu sais très vite que là, tu fais des économies, quoi. Donc en fait, non, c'est tout à fait compétitif. Ce qui coûte le moins cher, c'est évidemment d'enfouir un peu de matière organique dans le sol et de faire un andin par-dessus. Si après on commence à faire des bacs avec plein de lignes de goutte à goutte et qu'on rajoute des équipements pour que ça fasse propre, que ça soit plus ergonomique, etc., bon, bah, ça coûte un peu plus cher. Mais globalement, c'est très raisonnable par rapport à un système hors sol classique. Et notamment, bah, le gros levier économique, c'est de faire des économies sur les engrais. Puisque une fois que tu as fait ton intrant massif initial, qui va te coûter entre 5 et 10 000 euros ou un peu plus suivant ce que tu achètes, bah, tous les ans tu économises sur les engrais. Et s'il faut que tu ramènes 100 tonnes de matière organique sèche par hectare et par an, bon, bah, ça te coûte 1000, 2000, 3000 euros par an, ce qui par rapport à un budget engrais classique n'est pas monstrueux, quoi. J'avais fait sur les vergers de ma famille une petite expérimentation de nutrition des sols. Et en fait, j'avais fini par comprendre que si vous voulez, par exemple, le pommier, si vous l'empêchez de produire des pommes, alors en arrachant les pommes, en faisant ce que vous voulez, vous allez avoir un arbre qui ne va pas du tout avoir la même structure et la même morphologie qu'un arbre sur lequel vous avez laissé les pommes. Parce qu'en fait, la production de la pomme représente une très grosse quantité de tout le produit de la photosynthèse de l'arbre. L'arbre met beaucoup de sucre dans ses pommes, et comme il les met dans ses pommes, bah, il ne les met pas dans ses organes photosynthétiques, il ne les met pas dans ses racines, il ne les met pas dans son développement de tissu. Donc il ne faut jamais oublier qu'en agriculture, on a des plantes qui peut-être, des fois, ont des mauvais équilibres entre tout le carbone qu'elles mettent dans les fruits et le carbone qu'elles mettent dans les racines, dans les lianes, dans les feuilles, et donc dans les organes végétatifs qui vont renourrir le sol à la fin, quoi. Vous voyez l'idée? Alors le pommier, tout particulièrement, dépense beaucoup d'énergie à mettre des pommes, dépense beaucoup d'énergie pour ses pommes, alors que si vous regardez dans la nature, je ne sais pas, un hêtre, un charme, un chêne, quelle est la quantité de carbone qu'il va mettre dans ses fruits réellement, quoi. En fait, ce n'est pas du tout le même ratio, quoi. Naturellement, les arbres ne dépensent pas autant d'énergie dans leurs fruits. Nous, on a sélectionné des plantes qui vont dépenser beaucoup d'énergie dans leurs fruits. Et pour le coup, quand j'ai fait les calculs pour la tomate, eh ben on se rend compte que la tomate, c'est une plante certes qui a été sélectionnée pour faire beaucoup de fruits, mais en fait qui n'est pas si déséquilibrée que ça. Donc en serre chauffée, hein, sur un système très productif où on va tourner entre 500 et 700 tonnes de tomates hectares, eh ben on a quand même une plante qui va produire au total, avec ses feuilles, avec ses lianes et son système racinaire, autour de 50 à 70 tonnes de matière sèche par hectare et par an, hors fruits, qui pourront retourner au sol. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la culture, les feuillages, le renouvellement racinaire, les lianes qu'on broie ou qu'on coupe et qu'on laisse directement au sol, on va quand même avoir une ration du sol, entre 50 et 70 tonnes de matière sèche par hectare et par an, qui sont produites par la culture. Donc sur un besoin de nutrition du sol autour d'une centaine de tonnes de matière sèche, la culture, elle en fait déjà un peu plus que la moitié. Sachant que cette culture, sur l'ensemble de l'année, va prendre
intercepter et utiliser correctement peut-être 60-70% de la lumière qui arrive dans cette serre. Si on a des cultures très productives comme la tomate, le concombre, très productives en biomasse et en fruits, et qu'en plus toute la lumière résiduelle on l'utilise avec le couvert, et bah ma foi la boucle est presque bouclée, à 20, 25, 30% près, quoi. Donc c'est pas impossible qu'on arrive à des systèmes qui soient très proches de l'autofertilité, voire même qui les dépassent, parce qu'on aura peut-être des bonnes surprises. Qui les dépassent dans le sens où, effectivement, ça va fonctionner. On va voir une augmentation du taux de matière organique du sol avec le renouvellement racinaire, l'exploration racinaire, les vers de terre, etc. Et on va voir aussi des cultures qui poussent très bien. On a trouvé plein de publications qui nous expliquent que les plantes, la plupart des plantes, sont sans doute capables de directement absorber les protéines du sol, et donc le mucus, ça se trouve, elles l'absorbent comme ça, directement, ce qui est énergétiquement beaucoup plus intéressant pour les plantes, d'aller absorber des protéines et des acides aminés, que de reprendre des nitrates, de refaire des protéines avec. Et un certain nombre d'expérimentations de surnutrition des plantes qu'on ait fait nous montrent que c'est sans doute vrai. C'est-à-dire que sur un système comme ça, où vous avez beaucoup de vers de terre, si vous vous amusez à remettre 10 fois dans l'année du gazon, de la sûre, de la paille, etc., et que vous surnourrissez le sol et qu'au lieu d'avoir 4 tonnes de vers de terre, vous en avez 10 ou 15 ou 20, tout d'un coup, vous voyez votre plante qui... Il se passe des drôles de trucs. Ça se met à pousser très fort. Et c'est très drôle, c'est que suivant les plantes, ce n'est pas les mêmes organes. Par exemple, si vous enrichissez très fortement les sols en CO2, vous avez un fort développement des systèmes racinaires, mais pas forcément du système aérien. Donc ça, il y a encore tout un champ d'études incroyable. Si vous surnourrissez les sols avec des matières carbonées, que le sol augmente en CO2, etc., par exemple, les légumes racines réagissent très bien, quoi. Les carottes, les betteraves, etc. Si vous surnourrissez les sols, les plantes se surdéveloppent. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que les racines des plantes sont hétérotrophes, dans le sens où elles sont capables de se nourrir directement de sucre et d'acides aminés et de protéines dans le sol. C'est des flux de carbone qui ne viennent pas du CO2 atmosphérique, ça vient du sol, et ça, elles s'en nourrissent directement. Et les organes végétatifs au-dessus du sol sont autotrophes, eux, ils fixent le CO2, etc. Ils ont aussi un aspect hétérotrophe, peut-être, parce qu'ils vont peut-être aller récupérer des sucres du sol, je ne sais pas exactement. Mais donc là, il y a tout un champ exploratoire encore. En fait, aujourd'hui, tous nos systèmes de régulation ne sont pas conçus pour vraiment respecter ce que je pense être la bonne physiologie de la plante, et notamment des plantes d'été. Ces plantes-là, d'après ce que j'en comprends, elles ont besoin de froid sec et de chaud humide. Et donc, il faudrait des sondes d'humidité, des algorithmes d'ouverture et de fermeture des serres qui permettent d'avoir du froid sec et du chaud humide. Ça veut dire quoi, en gros, sur une journée typique? Ça veut dire que le matin, tant que tu n'as pas de soleil qui permettrait de faire chauffer la serre, tu laisses tout ouvert pour que ça ventile et que ça sèche à peu près. Et puis dès que tu as du soleil un peu comme ça, tu fermes, tu fais monter en humidité. Et là, tu es sur une conduite tropicale, c'est des plantes tropicales. Alors à ce sujet, je peux faire un petit aparté, puisque c'est un sujet sur lequel je comptais travailler cette année et j'ai pas eu le temps d'équiper les serres comme je voulais. Mais comme je travaille dessus en Martinique, je peux en parler un peu. En fait, j'ai retrouvé, je ne peux pas vous donner les noms d'ailleurs, parce que je les ai plus en tête, le travail de quelques agronomes des années 70, 80, 90 sur la conduite en climat tropical. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les serres, on les transforme en cocottes minutes et ça monte en température. Et on essaye de tout monter à 100% d'humidité. Différents agronomes ont travaillé là-dessus. Leur conclusion, pour la faire court, c'est effectivement qu'on doit conduire en froid sec et en très chaud humide. Et ça correspond aux besoins de la plupart des plantes tropicales. Maintenant, la question, c'est on chauffe jusqu'à combien? Il semble que la température optimum de croissance d'une tomate, donc, c'est 45 degrés. J'ai testé, ça a fait un peu peur, mais il semble que ce soit ça. Alors évidemment, on ne peut pas travailler dans une serre à 45 degrés. Donc la logique, ça serait de travailler le matin quand il n'y a pas trop de soleil, on démarre de bonne heure, et l'après-midi, on conduit à 45 degrés. Le problème, c'est qu'il faut maintenir à 100%, enfin, il faut vraiment être entre 90 et 100% d'humidité. Ça veut dire qu'il faut de la brumisation. Ça veut dire que si vous montez au-dessus de 50 degrés, il va quand même falloir refroidir. En faisant quoi? En ouvrant la serre. Et à partir du moment où vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Toute l'humidité fout le camp. Un air à 100% d'humidité à 45 degrés, c'est épais, quoi. Et là, tout de suite, ça s'envole, ça fout le camp. Et donc là, votre tomate, elle subit un stress qui n'est pas terrible. C'est qu'il fait encore très chaud dans la serre et il fait sec. Et donc là, vous cramez les têtes, vous cramez les bouts de feuilles, ça ne se passe pas bien. Et donc, pour équiper une serre en climat tropical, aujourd'hui, mon idée, c'est de mettre des ombrages au-dessus des serres
pour pouvoir maintenir, stabiliser la température à 45 degrés en ombrant un petit peu et empêcher la température de monter dans les serres. Donc je préfère perdre un peu de lumière avec des ombrages et maintenir ma température à 45 degrés. Ça pose beaucoup de questions, ces expérimentations. Je les ai refaites, ça a l'air de bien se passer. Voilà, j'ai réussi à monter une tomate à 63 degrés, elle en est sortie vivante, un peu secouée mais vivante. Donc comment tout ça se passe? Et là, on a un problème, c'est que nos modèles physiologiques, de biologie, qui expliquent comment circulent les sèves dans les plantes et comment tout ça, ça se passe, va y avoir un petit peu de travail à faire pour compléter tout ça. Je vous invite à faire un truc pour explorer ça, c'est d'acheter des petits thermomètres infrarouges, vous savez, les thermomètres qui permettent de mesurer la chaleur de surface des objets à distance, et de mesurer les températures de surface de tous les végétaux qui vous entourent. Un arbre en plein cagnard l'été, sa feuille, elle a quelle température? Bah, vous allez avoir des surprises, parce que ça monte très très haut, quoi. Et pourtant les plantes elles survivent, quoi. Donc il ne faut pas confondre la physiologie humaine et la physiologie des plantes, c'est pas la même chose. Alors si vous conduisez des serres en conduite tropicale, n'allez pas travailler dessous à 45 degrés à 100% d'humidité, c'est pas fait pour. Vous n'êtes pas fait pour, clairement. Vous allez vous évanouir, faire une crise cardiaque. Alors, donc vous y allez dedans, mais de toute façon vous allez vite le sentir. Au bout de 5 minutes, vous commencez à dégouliner de sueur partout, faut sortir.